Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter cette fois-ci des histoires de fantômes qui sont réelles. On va voir le récit de personnes qui ont côtoyé de près ou de loin des événements étranges et qu'ils catégorisent comme paranormal. On va voir plusieurs histoires, j'espère qu'elles vous plairont, moi je les ai trouvées assez intéressantes. Donc les amis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires paranormales. Dans cette première histoire, on va voir ce qu'a vu un certain Brad Culp. Brad Culp était étudiant à l'université de Miami dans la ville d'Oxford dans l'Ohio, et il y avait une rumeur qui disait que dans la ville, il y avait un lieu qui était chargé en énergie paranormale, où on pouvait en soi voir des fantômes. Au cours de sa vie étudiante, Brad a intégré la presse de l'école, et donc il était assez motivé à écrire un article sur les différents fantômes qu'on pourrait trouver dans la zone. Il a fait son article et il y a une histoire de fantôme précisément qui l'a interpellé. Ce fantôme, c'est le fantôme de Milford Road. On dit qu'aux alentours des années 40, un homme jeune courtisait une jeune femme. Ça se passait dans la partie rurale de la ville et il se trouve que les parents de la jeune fille, eux, désapprouvaient cette relation. Du coup, pour éviter de se faire prendre et de se faire engueuler par ses parents, le jeune homme allait voir la jeune fille toujours de nuit. Une fois que tout le monde dormait dans la ferme où vivait la jeune fille, elle se faufilait à l'extérieur, elle se rendait dans la voiture de ses parents et faisait clignoter les feux 3 fois pour indiquer que ça y est, tout était clean et que elle et le jeune garçon pouvaient se rencontrer. C'est à ce moment-là que le jeune homme sortait de sa cachette sur sa moto et qu'il allait récupérer sa dulcinée. Sauf qu'un soir, il a pris un virage qui se trouvait non loin de cette ferme, un peu trop dangereusement. Il a eu un accident et malheureusement, il n'y a pas survécu. Néanmoins, on dit que son fantôme, aujourd'hui, hante toujours l'endroit où il a perdu la vie. On revient des années plus tard, à la période de Brad Culp, où lui, curieux des phénomènes liés à cette histoire, a décidé d'aller sur les lieux avec sa petite amie. Ils y sont allés un soir pour voir clairement s'ils pouvaient apercevoir ce fantôme du jeune amoureux. Sa petite amie était assez réticente à l'idée de faire cette expérience parce qu'elle avait tendance à croire au paranormal, beaucoup plus que Brad Culp. Brad Culp, lui, pensait en soi qu'il n'y aurait rien du tout, que certes, peut-être cette histoire était vraie, mais qu'il n'y avait nul fantôme dans la zone. Donc la fameuse nuit, Brad et sa copine passent devant la ferme abandonnée, là où vivait la jeune fille du récit, et Brad veut pousser un peu le vice, il veut aller dans l'allée de la ferme. Sa petite amie, elle connaissait l'histoire, mais elle ne connaissait pas forcément les détails. Du coup, Brad lui a dit, ça dit, on va dans cette ferme-là, tu sais, c'est la ferme où il s'est passé l'histoire que je t'ai racontée. D'abord réticente, la petite amie, finalement, accepte. Voulant pousser le vice encore plus loin, il décide de reproduire ce qui s'est passé juste avant le décès du jeune garçon dans les années 40. Et il fait clignoter ses phares 3 fois. Et là, à sa grande surprise, au loin, il voit un phare qui clignote. Comme si quelqu'un lui répondait. Quelqu'un répondait à ses appels de phare. Mais ce qui était d'autant plus étrange, c'est que après avoir clignoté une fois, le phare qu'il a vu restait allumé et cette lumière semblait se rapprocher de lui. Ça se rapprochait assez lentement. Sa petite amie, elle, voit également ce spectacle et elle panique. Et du coup, au bout d'un moment, il a l'impression que le véhicule qui produit cette fameuse lumière étrange va lui rentrer dedans, qu'il va y avoir une collision. Du coup, ce qu'il décide de faire, c'est d'allumer ses phares pour indiquer qu'il est là. Sauf que quand il allume lui ses phares, la lumière qu'il a observée, elle, disparaît. Brad et sa petite amie, assez choqués quand même de ce qu'ils viennent de voir, décident de sortir de leur véhicule, de faire un peu le tour de la zone pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait expliquer d'une manière rationnelle ce qui a été vu. Mais ils ne voient rien du tout. C'est là que cette histoire s'arrête. Belle histoire, enfin belle histoire. Histoire sympa de fantôme, je trouve. Bon, on se doute fortement de qui est à l'origine de cette lumière. Si on croit au paranormal, on peut se dire que c'est effectivement le fantôme du jeune garçon sur sa moto fantôme en mode Ghost Rider qui est là et qui reproduit le schéma de sa mort. Après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que apparemment, du coup, si on se fie à l'histoire, il y a une sorte de rituel pour attirer ce fantôme. Il faut reproduire ce truc des 3 appels de phare. Ça marche pas, apparemment, de ce qu'on a comme info, si jamais tu traverses juste la route. C'est pas comme, par exemple, une histoire de Dame Blanche qui est au bord de la route et que c'est un peu aléatoire, tu la vois juste si tu y passes. Là, il faut vraiment apparemment reproduire ce petit rituel. J'espère que cette petite histoire vous a mis l'eau à la bouche. On part sur la suivante. On va voir maintenant l'histoire de Doug Avril. Doug Avril vivait dans une famille nombreuse, une famille de 8 enfants dans un ranch dans le Montana.
Quand le petit groupe était adolescent, ils avaient un peu une vie de cow-boy, c'est-à-dire que quand ils étaient adolescents, ils mettaient leur chapeau, ils montaient sur leur cheval, et ensuite ils allaient voir si le bétail se portait bien. Un été, dans les années 1960, les frères sont tombés sur un spectacle assez étrange. Alors qu'ils faisaient leur petite inspection comme ils avaient l'habitude de le faire, ils sont tombés sur 3 vaches mortes. Mais c'était pas comme si elles avaient succombé comme ça, elles étaient en cercle, comme si on les avait placées comme ça. Il n'y avait aucune blessure visible, la seule chose de visible en soi, c'était qu'on avait retiré leur organe reproducteur. Mais ce qui était surprenant, c'est que là où avait été retrouvé le corps de ces vaches, il n'y avait aucun sang. C'est comme si soit on avait fait cette opération à un autre endroit et on avait ensuite déplacé les corps, soit ça avait été fait avec une précision chirurgicale limite. Le truc, à cette époque-là, c'est que les États-Unis sont obsédés par une chose, c'est les extraterrestres. Vous savez, il y a une période un peu de notre histoire où, comme par hasard, on voyait pas mal d'ovnis, on voyait pas mal de soucoupes volantes, on supposait qu'il y avait des aliens, vous savez, toutes les légendes autour de la zone 51, enfin plein de trucs comme ça, et c'était pile poil cette période-là. Donc les gens pensaient, quand la rumeur a commencé un petit peu à faire son petit trajet aux alentours, que c'était des extraterrestres qui étaient venus et qui avaient fait ça. Mais une fois, alors que le petit groupe d'adolescents qui étaient frères et sœurs faisait leur ronde, ils sont tombés sur une note assez énigmatique qui laissait présager que ce qui s'était passé n'était pas dû à des extraterrestres, mais bien des gens qui semblaient être humains. Et la découverte de cette note, ça a été le point de départ à plein d'autres événements étranges. Par exemple, une fois, alors que les frères se sont arrêtés dans un bar local pour manger un petit burger, alors qu'ils devaient transporter des chevaux, donc ils avaient un camion avec les chevaux à l'intérieur, et bien, une fois qu'ils sont revenus, alors qu'ils sont partis que quelques minutes, et bien les chevaux étaient sortis du camion, alors qu'en soi c'était censé être verrouillé. Et aucun témoin n'a pu dire qu'il y avait eu quelqu'un qui avait fait quelque chose. Le lendemain, quelqu'un qui était sur un cheval est tombé et s'est blessé grièvement alors que c'était normalement un cavalier assez habile. Et enfin, un ancien cuisinier d'un ancien camp est allé à la rencontre des frères. Il voulait aller faire du vélo un petit peu avec eux, mais bizarrement, quand il est arrivé au ranch où vivaient les frères, il s'est rendu compte que, vous savez, le bouchon du réservoir de son camion avait disparu. Alors qu'il venait de faire le plein et il est persuadé de l'avoir bien remis. Il avait disparu, comme ça. Il s'était volatilisé. Mais c'est pas tout. Il voulait emmener son cheval au ranch pour que le personnel du ranch puisse s'en occuper. Mais son camion s'est ouvert alors qu'il était en train de rouler. Et ça va être assez glauque. En fait, le cheval, il est attaché dans le camion normalement. Et là, en fait, le camion s'était en quelque sorte ouvert. Le cheval est tombé sur la route et en fait, il a été traîné pendant le reste du trajet derrière le camion sans que le conducteur ne se rende compte de quoi que ce soit, alors que normalement, il aurait dû avoir un son qui aurait dû attirer son attention, mais là, rien du tout. C'est le dernier événement qui s'est produit et pour les frères, c'était chelou parce que ça arrivait après avoir trouvé la note mystérieuse qui contenait en soi un message un peu menaçant. Et pour eux, il y a un truc qui fait écho. Ils se disent, on a vu 3 vaches et il s'est passé 3 événements étranges. Doug Avril aimait bien raconter ces histoires-là autour de feux de camp. Vous savez, quand on veut se faire un petit peu peur, effectivement, c'est propice. En plus, il y a un peu de mystère autour. Mais une fois, lui, il a reçu un appel concernant un taureau qui avait été abattu. C'était dans une partie assez reculée de son ranch. Et en fait, c'est un voisin qui l'a appelé pour lui dire qu'il avait vu 16 loups aller s'attaquer au taureau. Alors que c'était jamais arrivé par le passé. Généralement, les loups passent à côté sans forcément y faire attention. Et il y en a quelques-uns, pas 16. Du coup, Doug est allé voir. Il a vu le corps du taureau allongé dans la neige. Sauf que, ce qui était chelou, c'est que sur son corps, il n'y avait aucune marque. C'est comme si le taureau était tombé et mort. Il n'y avait aucune trace, par exemple, de morsure de loup, alors qu'on lui a dit qu'il y avait quand même une grande meute de loups qui l'avait attaqué. En plus de ça, bien que Doug ait mis un certain temps à s'y rendre, les oiseaux ou les charognards ne se sont pas attaqués au corps de la bête, alors que normalement il serait allé un peu détruire le corps pour le bouffer. Et également, comme pour les vaches, ses organes reproducteurs avaient disparu. Il n'y avait qu'une seule empreinte dans la neige autour de lui, alors que le lieu vivable le plus proche se trouvait à des kilomètres. Pour Doug Avril, tous ces événements sont dus à des humains, mais il ne sait pas expliquer en soi rationnellement comment ça aurait pu se produire. C'est là que cette histoire s'arrête, je vous l'ai dit, il y a des trucs étranges. Là, si vous avez des idées sur ce qui aurait pu se passer, je suis preneur parce que c'est vrai que laisser des corps comme ça
sans trace, c'est chelou. Après, le détail qui interpelle, je pense, et qui vous a interpellé, c'est le fait que les organes reproducteurs des animaux soient enlevés. Ça, c'est assez chelou, sans qu'il y ait d'ailleurs aucune trace de sang. Je l'ai pas précisé sur la dernière histoire. Je l'ai pas précisé sur le truc du taureau, mais comme pour les vaches, alors qu'il est dans la neige, donc normalement on devrait avoir une couleur rouge autour de son corps, ou autour des entailles qui ont été faites, et bien là, il n'y a rien du tout. La neige est restée blanche. Donc en soi, c'est comme si tu avais pris ces balls, que tu les avais fait disparaître sans que ça laisse aucune trace autour. Ça c'est bizarre, tu vois, ça c'est le détail que j'arrive pas du tout à expliquer, parce qu'encore tu te dis, meute de loup, truc comme ça, ce que tu veux, ok, pourquoi pas, mais il n'y a pas de preuve derrière, tu vois. Donc ça qui est étrange, ça correspond au paranormal. Donc c'est vrai que cette histoire-là, au-delà d'être paranormale comme la première, elle est étrange, on peut pas expliquer. En tout cas, moi je n'y arrive pas. Dans cette dernière histoire, on va voir une histoire qui concernerait une femme qui pleure. Dans l'Amérique latine, alors c'est même possible que j'ai déjà raconté ce type d'histoire, il y aurait le fantôme d'une femme qui pleure, soit parce qu'elle a perdu ses enfants, soit parce qu'elle a perdu son mari. Mais apparemment, dans la région d'une station de ski dans les Andes chiliennes, là, la femme qui pleure aurait un prénom. Ce prénom-là, c'est Lola. Et apparemment, tout le monde dit qu'il connaissait cette Lola avant qu'elle ne meure. Un propriétaire d'un restaurant local disait qu'il était même sorti avec elle. Et du coup, l'histoire de cette fameuse Lola commence au cours d'une belle journée ensoleillée pendant la saison où les gens allaient au ski. Lola et son jeune fils avaient prévu d'aller skier, mais comme apparemment c'est habituel dans la région, une brume s'est levée, ce qui indique qu'il va y avoir un orage sous peu. Du coup, la brume, les nuages, ont commencé à envelopper Lola et son fils alors qu'ils descendaient les pistes, et du coup, au bout d'un moment, le contact visuel qu'il y avait entre Lola et son fils s'est perdu. Lola, bonne mère évidemment, voulant retrouver son fils, commence à crier son nom. Elle a enlevé ses skis, elle a commencé à courir au travers du brouillard pour le retrouver. Sauf que, à un moment donné, ne voyant pas où elle mettait les pieds, elle a trébuché et a glissé dans un couloir rocheux. Elle s'est cognée contre un rocher et elle a perdu connaissance. Alors que quelqu'un du coin était en train de rentrer chez lui, il est tombé devant le corps de la fameuse Lola. Il a d'abord eu peur qu'elle soit décédée, mais en fait, fort heureusement, elle n'était qu'inconsciente. Vraiment, là, sa vie ne tenait qu'à un fil. Son corps était couvert de lacérations qui avaient été causées par les rochers, et bien qu'inconsciente, elle disait quelques mots. Ce qu'elle disait, c'était le nom de son fils, en boucle. L'homme qui avait trouvé le corps a essayé de la ramener jusqu'à sa cabane pour pouvoir justement s'en occuper et la soigner. Il a réussi, il a pansé ses blessures, et une fois que ses blessures avaient été pansées et qu'elles semblaient hors de danger, là l'homme s'est précipité hors de sa cabane pour aller chercher un vrai médecin. Le médecin a été trouvé et ensemble ils allaient retourner dans la cabane où se trouvait la jeune Lola pour s'en occuper. Sauf que, à leur arrivée, Lola n'est plus là. Il n'y a que le lit où elle se trouvait qui est ensanglanté à cause du sang qui coulait de ses blessures, mais ce qui est étrange c'est qu'elle n'était pas capable de marcher. Des recherches ont été menées et ni la femme ni son fils n'ont été retrouvés. Mais certains habitants disent parfois sur les pistes de ski entendre des pleurs de femmes, notamment quand ils se trouvent près de la cabane où elle avait été ramenée pour être soignée. C'est là que cette histoire s'arrête. Ça c'est une belle histoire aussi, hein. C'est une belle histoire, je trouve. C'est pas des histoires forcément super creepy qu'on a vues, mais je trouve que c'est des belles histoires qui laissent un peu planer le doute. Après, parfois, on peut aussi avoir une théorie rationnelle. Par exemple, la personne, on va dire, qui a raconté cette histoire, dit que c'est pas impossible qu'en fait, ce qu'on prend pour des pleurs de femmes, ce soit simplement le bruit du vent. Et là, on aurait une explication rationnelle. J'espère que ça vous a plu. On va se remettre dans une ambiance un peu plus chill pour en débriefer. Alors, est-ce que vous avez aimé? Ces histoires-là, je les ai bien appréciées parce qu'on rentre pas forcément dans des trucs très extravagants. On peut avoir des explications rationnelles. Pour la première histoire, oui, peut-être que quelqu'un est passé en moto ou en voiture pas loin de Brad et que du coup, ils ont pas vu juste où est-ce qu'il est allé, mais tu vois, genre, tu peux expliquer ça comme ça. Dans la deuxième histoire, ça peut être effectivement l'intervention d'humains. La deuxième histoire, c'est typiquement l'histoire sur laquelle j'ai le moins d'explications parce que j'ai du mal un peu à comprendre comment ça pourrait arriver d'un point de vue rationnel. Et sur la dernière histoire, oui, on peut se dire que la jeune femme, par exemple, s'est relevée, bien qu'elle avait du mal à marcher, et qu'après elle est décédée tout simplement dans la tempête de neige, quoi, si on veut. Et qu'après, le bruit qu'on entend derrière, c'est le bruit du vent. Ou sinon, si on veut se dire que c'est full paranormal, tu te dis que c'est son fantôme qui pleure parce qu'elle a pas retrouvé son gosse. Tu vois, c'est bien, parce que si tu veux faire du paranormal, tu peux. Si tu veux vraiment rationaliser la chose, tu peux aussi essayer de le faire. Après, vu que les personnes qui racontent l'histoire n'ont pas eux-mêmes les réponses et qu'ils essayent d'un côté de rationaliser ce qui est normal et de l'autre côté
ils expliquent qu'il y a quand même des choses étranges qui se passent. Tu vois, genre même eux, ils savent pas trop sur quel pied danser. Donc nous, évidemment, n'ayant pas vécu cette histoire, c'est normal qu'on soit à un stade où on est encore moins certain qu'eux. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces histoires vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!